Dans ce 13h, deux audiences du président de la République. La première accordée au président du Fonds international pour le développement agricole et la deuxième au vice-ministre chinois. Les détails dans quelques instants. Dans l'actualité également, le procès de deux militaires. Ces militaires ont été acquittés pour des faits de meurtre non établis pendant la crise post-électorale. Ce mardi 17 mars, jour de vote en Israël, élection législative, le centre-gauche en tête dans les sondages. Bonjour à tous. Ce journal commence par les audiences du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a reçu hier le président de FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, qui annonce l'ouverture d'un bureau à Abidjan. Le président a également échangé avec le vice-ministre chinois qui a dressé le bilan des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Le point avec Awa Touré. Arrivé à Abidjan ce lundi 16 mars pour prendre part à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Zhang Ming, est venu saluer le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion aussi de faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. La Côte d'Ivoire est pour la Chine un partenaire important et un ami fiable en Afrique. Et tout à l'heure, nos deux parties ont fait le bilan de la coopération entre nos deux pays dans les différents domaines ces dernières années. Et nous nous sentons satisfaits du développement de notre coopération. J'ai aussi demandé au président Ouattara quelle est l'astuce de votre pays de réaliser une croissance aussi rapide pendant les 3 dernières années. Après-demain, je vais assister à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Lors de cette séance, on va partager ensemble les expériences du développement socio-économique de la Chine, de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire en particulier. Et aussi féliciter le président Ouattara pour le fait que l'équipe nationale de football de votre pays vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai aussi demandé au président Ouattara et au peuple ivoirien d'aider le peuple chinois pour renforcer notre football. Le renforcement du partenariat entre le Fonds international de développement agricole des Nations unies et la Côte d'Ivoire, en particulier comment investir dans les petits producteurs pour contribuer à la sécurité alimentaire tout en créant des emplois pour les femmes et les jeunes en milieu rural, c'est la question qui était au centre de la rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et le président du Fonds international de développement agricole des Nations unies, Kanayo Mwanzi, qui effectue une visite officielle en Côte d'Ivoire du 12 au 18 mars. Kanayo Wanzi s'est félicité des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire du point de vue de la transformation générale. Les progrès que la Côte d'Ivoire a fait depuis quelques années pour se rattraper est tellement impressionnante. Et là, je dis à Monsieur le Président que je suis vraiment complètement d'accord avec sa vision. La Côte d'Ivoire comme un pays émergent d'ici 2020. En plus, on a parlé de la collaboration entre le FIDA et la Côte d'Ivoire. Le FIDA travaille en collaboration avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire depuis 1984. Nous finançons des programmes de développement rural, mais surtout l'agriculture paysanne dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé de Propacom, c'est un projet qui est déjà installé dans 3 zones, le nord, l'est et le sud, et bientôt à s'atteindre à l'ouest. Mais aussi, j'ai informé M. le Président que le FIDA va ouvrir un bureau pays. Je vais signer l'accord de siège ce mercredi, et ça nous permet d'affecter un staff professionnel qui sera basé ici à Abidjan. Le FIDA finance déjà 2 projets en Côte d'Ivoire. Le projet d'appui au développement de l'agriculture et à la commercialisation, Propacom, et l'extension à l'ouest de ce projet pour un coût total de plus de 88 milliards de dollars US.
Avant le président de FIDA, le vice-ministre chinois reçu par le président a dit être là dans le cadre de la conférence internationale sur l'émergence. La rencontre s'ouvre à partir de demain. Avant cette conférence, les explications des experts avec Adama Kone. Des responsables du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, ce lundi. Nous sommes à 48 heures de la conférence internationale sur l'émergence en Afrique. Ça fait déjà 15 ans, la croissance économique est très forte, mais nous pensons que ce n'est pas suffisant. Il faut aller vers des croissances à 2 chiffres. Et l'objet de cette conférence, c'est voir comment transformer les économies pour avoir cette croissance à 2 chiffres. C'est une plateforme de dialogue et d'échange entre les pays qui aspirent à l'émergence, les pays qui ont déjà des plans d'émergence et les pays, disons, émergents. La Côte d'Ivoire a ainsi décidé de créer un cadre d'inspiration commune afin de fédérer les expériences et les énergies pour une marche harmonieuse des pays africains vers l'émergence. L'enjeu est de taille. Nous disons que la croissance économique n'est pas suffisante pour avoir un impact sur le social et sur le développement humain. Il faudra que les fruits de la croissance soient partagés par tous et partout. Et c'est un peu l'objet de la conférence. Faire en sorte que l'émergence puisse servir aux plus pauvres, bénéficier aux plus pauvres. Et je pense tout à l'heure, le directeur parlait donc de la création d'emplois qui est fondamentale dans nos économies. Je pense que c'est un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. Et si toutes les stratégies qui sont mises en œuvre dans ce pays participent à créer des emplois pour les jeunes, on aura atteint un objectif. Pendant 3 jours, Abidjan sera la capitale de l'émergence où sont attendus 300 experts venant d'une quarantaine de pays. Et en attendant l'ouverture de la conférence sur l'émergence demain, rendons-nous à Genève, en Suisse, où se tient la 3e édition d'Africa CEO Forum. Il s'agit d'une plateforme d'échange entre dirigeants des plus importantes entreprises en Afrique. L'objectif étant de rendre le secteur privé africain beaucoup plus compétitif. Les efforts de la Côte d'Ivoire en la matière ont été salués. Les enjeux de ce forum avec notre envoyé spécial, Michel Digré. Pour faire avancer l'intégration régionale, il était primordial que les chefs d'entreprise de nos différents pays, de nos différentes régions, parlant différentes langues, se rencontrent, partagent des idées et partagent des projets. Ces chefs d'entreprise sont les chefs d'orchestre de la redynamisation du secteur privé en Afrique. Africa CEO Forum leur permet d'échanger sur les recettes qui ont permis à leurs entreprises de se hisser au rang des plus prestigieuses du continent. C'est vraiment le lieu où rencontrer les opérateurs économiques africains et qui travaillent en Afrique, mais également les donneurs d'ordre politiques africains qui sont largement représentés ces 2 jours. L'Afrique est le continent qui a le meilleur retour sur investissement, donc il devient très attractif pour les investisseurs. Mais il est important que les Africains, certainement le secteur privé, prioritairement le secteur privé, soient organisés de sorte à justement bénéficier de justement cet engouement-là. Et je crois que ce genre de rencontre va permettre aux Africains de s'organiser, aux chefs d'entreprise de s'organiser pour aller dans cette direction-là. Aux premières loges, la délégation ivoirienne. Le pays est invité d'honneur à cette 3e édition. Les performances de la Côte d'Ivoire au plan économique ont été saluées par le président de la Banque africaine de développement. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, lui, a livré les secrets de ce second miracle ivoirien au cours de ses échanges avec la presse. Le secret, le président Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, l'a indiqué, c'est d'abord beaucoup de réformes. C'est un pays qui doit être remis totalement au travail et faire des réformes. Et les réformes ont permis par exemple à la Côte d'Ivoire, puisqu'on parlait du Doing Business, la Banque mondiale, d'être classée 2 années de suite parmi les 10 meilleurs pays réformateurs dans le monde. Je crois que c'est le seul pays qui est classé 2 années de suite parmi les 10 meilleurs pays réformateurs dans le monde. Donc c'est un premier élément que je voulais donc indiquer, avec la Banque mondiale, mais aussi avec, disons que les Américains, dans le cadre du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Nous avons obtenu donc le threshold, qui est la première étape donc, en décembre 2014, mais aussi donc avec le secteur minier. Et nous avons obtenu le prix donc, à Londres en décembre dernier du meilleur pays ayant fait beaucoup de réformes dans le secteur minier, devant donc, le Pérou, la Finlande et la Serbie. Vous voyez, donc les réformes sont essentielles. Autre élément important, c'est la remise au travail de la Côte d'Ivoire, puisqu'on ne peut pas avancer si tout le pays n'est pas au travail. Il faut avoir une croissance qui soit à la fois forte, mais qui soit de plus en plus inclusive, avec des créations d'emplois, notamment en relation donc, en direction donc, des jeunes. Voilà ce que je peux dire un peu sur ce que fait la Côte d'Ivoire, en insistant beaucoup
sur les investissements sociaux, capital humain, mais aussi l'investissement dans les infrastructures économiques, routes, ponts dont vous avez parlé, mais aussi dans voies ferrées, etc. Des bonnes pratiques qui seront partagées au cours de cette 3e édition de Africa CEO Forum pour des économies africaines plus compétitives avec un secteur privé beaucoup plus fort. Et après la cérémonie d'ouverture hier, des chefs d'entreprise se sont prononcés sur la tenue de cette 3e édition d'Africa CEO Forum. C'était au micro de Michel Digré. Ça nous permet de participer à des panels de haut niveau portant sur des thématiques du présent et de l'avenir pour nous permettre en fait d'avoir une vue plus large en fait sur l'évolution de l'environnement économique et financier de nos régions et également des perspectives et de nous enrichir également de tous les best practices qui sont véhiculés ici et là dans d'autres institutions. Alors, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Mes collègues, dont nous sommes une délégation de 8 personnes, mes collègues, ils s'activent, on rencontre beaucoup de partenaires potentiels. Et je pense, par rapport aux thèmes qui seront discutés pendant le forum, nous avons beaucoup à partager et beaucoup aussi à apprendre des autres participants. Je dois dire qu'ici, nous en sommes avec des chefs d'entreprise ivoiriens qui ont réussi, qui ont des entreprises qui ont donné des résultats. Donc, ils ont pu tirer un ensemble d'opportunités dans l'environnement économique ivoirien qu'on peut transposer ailleurs. Il en est de même pour les chefs d'entreprise du Zimbabwe, du Congo, du Sénégal, du Mali. Chacun dans son environnement spécifique tire un certain nombre de mécanismes qui leur permettent de réussir. Et ça, c'est quand même l'expérience qui est importante pour nous. Et bien entendu, d'autres premiers ministres étant là, il y a l'expérience quand même de la réussite de la Côte d'Ivoire depuis la sortie de crise, avec cette évolution, avec ces réformes faites. C'est une gestion de l'État avec le président de la République, le Premier ministre et ses ministres. C'est une expérience que les autres pays auraient aimé avoir. C'était là quelques réactions des participants à la 3e édition d'Africa CEO Forum, le rendez-vous du secteur privé africain en Suisse. Ici à Abidjan, à partir du 31 mars jusqu'au 1er avril, va se tenir la conférence internationale pour l'éradication de la peste des petits ruminants, conférence organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'OIF, l'Organisation mondiale de la santé animale, annonce faite hier par le ministre Kobena Kwasi Adjumani. Le point avec Hervé Blé. C'est ensemble et à Abidjan que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé animale vont lancer leur programme en commun de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants. Cette maladie virulente et très répandue détruit au moins 70% de tout cheptel qu'elle atteint. Son éradication va constituer un progrès majeur, non seulement sur les moyens de subsistance des agriculteurs pauvres, mais aussi pour le défi fin zéro des Nations Unies. Ces plans d'action pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants sera discuté et validé au cours de cette conférence internationale. La conférence internationale FAO-OIE est prévue du 31 mars au 2 avril à Abidjan en présence du directeur général de la FAO et de celui de l'OIE. Elle regroupera les techniciens et les scientifiques de haut niveau de la santé animale et les ministres en charge des ressources animales de tous les pays touchés par la PPR en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. L'ordre du jour de la conférence prévoit une session scientifique qui aura lieu du 31 au 1er avril 2015 et une session de haut niveau prévue le 2 avril 2015. Cette session de haut niveau donnera l'occasion de montrer l'engagement national et international pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants, mais aussi pour l'amélioration de la santé de ces petits ruminants partout dans le monde. L'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire fait don de semences et de matériel d'arrosage à la Côte d'Ivoire. L'objectif est clair, préserver la nature, nous dit Éric Goré. La Tu Bishva est une fête juive qui sert à remercier Dieu pour le don de la nature. L'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire a saisi l'occasion de la commémoration de cette fête qui a lieu chaque année
pour offrir des semences israéliennes et procéder à l'installation d'un système d'arrosage appelé système goutte à goutte. Ce système a eu du succès en Israël. Il va désormais s'introduire dans l'agriculture ivoirienne. Son emploi est facile et efficace. Ça permet d'arroser de manière efficiente et de manière efficace sans pouvoir gaspiller de l'eau. On peut même incorporer des engrais solubles au système sans les gaspiller. C'est vraiment un système très économique qui permet de faire toutes sortes de cultures. Selon l'ambassadeur d'Israël, ce don est une contribution à la réhabilitation du jardin botanique de Mengerville. Ça va offrir à les gens de la Côte d'Ivoire, les visiteurs du jardin botanique, de voir des espèces et des plantes qui sont venus de l'extérieur. Pour sa part, le ministre des Eaux et Forêts, Babo Daré, a remercié le donateur avant d'inviter les Ivoiriens à respecter la forêt. C'est nos activités qui ont réduit ce couvert forestier. Et je pense que le fait que vous soyez là, c'est pour vous une façon de manifester votre désapprobation quant à notre comportement destructeur de l'écosystème dont vous avez besoin pour connaître le milieu ambiant dans lequel vous êtes né et dans lequel vous allez vivre. La relation entre la Côte d'Ivoire et Israël date de l'ère de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. À Mbayakoro, le bassin risicole peine à démarrer ses activités, faute de moyens financiers. Bien exploité, ce bassin risicole est à même de créer des emplois, de lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Reportage Kwadjo Kwame. D'une superficie de 450 hectares, dont 300 dairies irriguées à 2 cycles, après aménagement, le bassin risicole de Mbayakro, l'un des plus grands du pays, est aussi destiné aux cultures maraîchères de contre-saison, 120 hectares. Enfin, 30 hectares pour la recherche agronomique. Pour n'avoir pas réalisé le planage du sol faute de moyens financiers, ce bassin irrigué grâce à un barrage flottant en amont ne verra pas l'amorce de ses activités. Alors que bien exploité, il peut offrir à Mbayakro et à son arrière-pays l'occasion de créer des emplois, de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Actuellement, il faut de l'argent pour pouvoir faire les planages. Sans les planages, on ne peut pas faire la culture du riz. Nous pouvons produire au minimum 4000 tonnes par cycle, parce qu'on a 2 cycles à faire dans l'année. Que les moyens financiers soient vite dégagés pour que nous puissions vraiment travailler cette année. Vous voyez le calendrier agricole. Aujourd'hui, nous sommes en mars. Les pluies ont démarré, presque démarré. Il n'y a pas encore eu d'activité. Alors qu'une fois qu'il pleut assez, on ne peut plus faire les travaux. C'est un projet de 14 milliards qui est pour l'instant en veilleuse. Cette installation technique permet également de lutter contre les inondations et favoriser le tourisme dans cette localité. Dans l'actualité également, la non-déclaration de naissance des enfants prend des proportions inquiétantes dans certaines localités du pays. Ce fléau est une réalité dans la sous-préfecture de Bodokro. L'association des élèves et étudiants de Bodokro a décidé de sensibiliser les populations sur l'importance de la déclaration des naissances. Reportage Soro Corona, commentaire Kwadjo Kwame. Selon l'UNICEF en Côte d'Ivoire, environ 3 millions d'enfants n'ont jamais été déclarés à l'état civil. Au cours de l'année scolaire 2013-2014, plus de 80 000 enfants, soit 28% de l'effectif total des écoliers, n'avaient pas ce précieux document administratif. Selon la même étude du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, les plus nombreux se trouvent en zone rurale. Pour attirer l'attention de leurs parents, l'Association des élèves et étudiants de Bodokro a initié une série de sensibilisations sur le fléau. À Golikpangbassou, un regroupement de 4 villages, les populations ont été sensibilisées sur les déclarations de toutes les naissances à la mairie ou à la sous-préfecture. Dans ce village, l'année dernière, 86 écoliers n'ont pu composer au concours d'entrée en 6e faute d'extrait de naissance. Kwadiondri, fils de village, a exhorté ses parents à faire de la déclaration des naissances de leurs enfants une réelle priorité.
Il y a des écoliers à partir du CM2, ils n'ont pas d'extrait, ils ne peuvent plus continuer leurs études. Et pourtant, ils sont très intelligents, ils sont brillants. C'est un appel que je lance à tous les parents. Tous ceux qui font les enfants pensent à donner une existence juridique à leurs enfants. En 2013, le nombre d'élèves sans extrait d'acte de naissance était de 753 668. Ce chiffre a connu en 2014 une réelle progression de 18%. Les audiences foraines ont débuté en février dernier. Donc, la fin de cette opération, c'est dans quelques semaines. Avant l'échéance, le coordonnateur national et l'opérateur technique chargé de la campagne se sont rendus au guichet unique abritant ces audiences dans la commune de Yopougon. Constat, le seul guichet de la commune est devenu exigu. Hamza Djabi. Du 26 février au 11 mars, ceux qui sont enregistrés. Donc, vous devez voir. Ce sont eux qu'on commence ce parti. Les malchanceux devront prendre leur mal en patience, rebrousser chemin et tenter leur chance demain. Le seul bureau ouvert à Yopougon pour les audiences foraines ne peut recevoir que 50 personnes par jour. Insuffisant pour une des plus grandes communes du district d'Abidjan. Résultat, grogne, pagaille, colère, agents débordés, des agents qui pourtant n'ont plus que moins de 2 mois pour délivrer à des milliers de souscripteurs jugements supplétifs et certificats de nationalité. Yopougon a un guichet, comme les petites communes qui ont un guichet, c'est pas normal. Yopougon doit avoir au moins 5 guichets. Un guichet pour Yopougon, c'est comme si on n'a rien fait. Vraiment, on ne pourra pas enregistrer tous les 100 papiers de Yopougon en 2 mois, on ne pourra pas. Le coordonnateur national des audiences foraines et l'opérateur technique sont sur le terrain pour constater ces difficultés. Ces audiences foraines se tiennent actuellement dans 10 localités à l'intérieur du pays, y compris Abidjan et Yopougon, pour permettre à nos concitoyens qui ont introduit des requêtes dans les guichets que nous avons ouverts dans les communes d'Abidjan et dans les sous-préfectures de l'intérieur, leur permettre d'avoir les jugements supplétifs d'acte de naissance, leur permettre d'avoir les certificats de nationalité en vue de l'obtention de la CNI. Du fait des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire, nombreuses sont les personnes qui n'existent pas juridiquement. Elles n'ont jamais été déclarées à l'état civil, d'où la tenue de ces audiences foraines pour remédier à cette situation. Dans l'actualité judiciaire, l'accusation et la défense de Simone Gbagbo se sont pourvues en cassation contre la condamnation à 20 ans de prison de l'ex-première dame ivoirienne, condamnation pour attentat à la sûreté de l'État durant la crise de 2010 à 2011. Toujours dans le cadre de la crise post-électorale, 2 militaires ont été acquittés hier. Ces derniers étaient accusés pour des faits de meurtre, coups et blessures volontaires pendant la crise post-électorale dans la commune d'Abobo. Chris Diomandé et Kamagate Adama et Hamza Djabi pour plus de détails. Le chef interarmes, commandant Nyawa Dablé, et le chef de pièce MDL, commandant Tano Brice, acquittés et mis en liberté. Ces 2 militaires étaient accusés pour faits de meurtre et de coups et blessures volontaires pendant la crise post-électorale dans la période du 12 au 19 mars 2011, période pendant laquelle ils auraient tiré des obus sur le marché Siakakone et le village SOS d'Abobo pendant leur temps de service au camp commando de la même commune. Un verdict contesté par les victimes. Rien ne commet la vérité. Ils ont qu'à dire la vérité, c'est tout. Le 17 mars. Le 17 mars, Abobo n'est pas dormi. Tout le monde est sorti. Tout Abobo est unanime. Que c'est le 17 mars, ils ont lancé les obus là-bas. Il n'y a jamais de 12 mars. Depuis le matin, on est venu pour qu'au moins ils reconnaissent que vraiment ils ont tiré sur nous. Mais vraiment, c'est ce m'a fait. Les prévenus déclarés non coupables des faits retenus à leur charge, un soulagement pour leurs avocats. Aujourd'hui, on était censé juger les gens qui ont tué les femmes d'Abobo. Vous êtes arrivés, vous n'avez vu personne. Alors moi, je ne sais pas s'il y a une autre procédure pour les femmes tuées d'Abobo, mais il faut demander au procureur à quand un jugement pour ces dames-là, pour au moins savoir qui les a tuées et puis punir les coupables, s'ils existent vraiment. Et je pense que le droit vient d'être dit. Et le tribunal a reconnu, enfin que Kamana Tano Brice était libre et qu'il n'avait jamais tué personne à Abobo. Le village SOS et le marché Siakakone d'Abobo ont reçu des obus le jeudi 17 mars 2011. Les accusés, eux, affirment avoir effectué des tirs de mortier seulement le 12 mars avec pour objectif de neutraliser l'ennemi dans la forêt du Banco. Des zones d'ombre qui ont conduit le commissaire du gouvernement à requérir leur acquittement pur et simple pour doute.
Rendons-nous à Yamoussoukro où le point d'accueil des consommateurs d'électricité a été inauguré. C'est le premier point d'accueil à l'intérieur du pays, nous dit Kwadjo Kwame. Installé en novembre 2013 à Abidjan, le premier point d'accueil du consommateur d'électricité Pacel a enregistré plus de 1000 plaintes en 2014. Des mécontentements sur la facturation et la suspension de la fourniture d'électricité. Facturation et suspension jugées abusives par les consommateurs. C'est pour bien faire comprendre que le consommateur d'électricité n'est pas seul devant le concessionnaire, s'il se sent injustement traité. Fort de cette expérience, l'autorité nationale des régulations du secteur de l'électricité, ANARE, a ouvert un second point d'accueil du consommateur d'électricité à l'intérieur du pays. Situé sur l'axe principal de la ville de Yamoussoukro, au rez-de-chaussée de l'immeuble Saba. C'est un cadre ouvert à tous les usagers de ce service public, afin de les écouter, les conseiller et traiter les plaintes vis-à-vis du concessionnaire CIE. Adama Tunkara, ministre du Pétrole et de l'Énergie, a coupé le ruban symbolique marquant l'ouverture officielle de ce Pacel. Je suis très heureux de savoir que le système fonctionne et si la qualité du service est la chose la plus importante pour le consommateur. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont de l'électricité en abondance et veulent une électricité de bonne qualité et à moindre coût. C'est tout à fait normal que les Ivoiriens se plaignent. Et moi, je souhaite que les Ivoiriens de plus en plus se plaignent. Parce que c'est quand les Ivoiriens vont se plaindre que nous allons améliorer la qualité de nos services. Les bénéficiaires apprécient cette action de l'ANARE. Ce que je retiens, c'est que l'ANARE cherche de plus en plus à se rapprocher des consommateurs et c'est une très bonne chose. Pour toute plainte concernant le service d'utilisation de l'électricité, un numéro vert est disponible. C'est le 800-802. Déjà, le Pacel de Yamoussoukro totalise au moins 35 visites et 3 appels. En politique, le conseil municipal de Koumassi et les transporteurs de la commune s'unissent pour la victoire d'Alassane Ouattara aux prochaines élections. C'était à la place Inch'Allah de Koumassi, nous dit Éric Goré. Un pays stable et émergent à l'horizon 2020, c'est le souhait de tous les Ivoiriens. La commune de Koumassi n'est pas en marge de ce vœu, si cher au peuple de Côte d'Ivoire. En occupant la place Inch'Allah de Koumassi, les transporteurs et les conseillers municipaux répondaient au mot d'ordre du maire Ndoye Raymond, maire de Koumassi, par ailleurs président des maires PDCI de Côte d'Ivoire. Ce mot d'ordre fait suite à l'appel de Daoukro. Le maire de Koumassi qui a répondu à cet appel-là. Nous, transporteurs de Koumassi, avons décidé de le soutenir dans cet appel qu'il a décidé de suivre. L'aîné Harry Kona Bédié s'est donc mis à la disposition de son jeune frère Alassane Ouattara. Ces deux personnalités qui se sont mises ensemble, c'était pour donner un signal de réconciliation et de paix à la jeunesse. C'était également un signal pour dire à la jeunesse que nous avons tenu compte de vos préoccupations. C'était de dire à la jeunesse que nous avons préservé votre avenir. Avec l'appel de Daoukro, c'est pratiquement 20 ans de garantie sociale. Le maire s'est fait représenter par son premier adjoint. Celui-ci pense que l'appel de Daoukro est le bonheur des Ivoiriens. Pour nous, l'appel de Daoukro, cet appel historique, est un appel, n'est-ce pas, d'une grande vision. C'est un appel de cohésion, un appel de paix et de développement. Selon les organisateurs, ce rassemblement est le début du lancement d'une série d'activités pour soutenir la candidature unique d'Alassane Ouattara. Des dons pour les populations de la région du Folon, dont fait par le président de la Mutuelle pour le développement économique et social du Folon, qui a visité plusieurs localités pour y installer des sections dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Thérèse Tapioboui. La Fédération des producteurs et commerçantes du vivrier du Guémon comprend 8000 membres. Cette fédération est née dans le but de promouvoir les cultures vivrières de la région du Guémon. Avec 285 hectares de manioc, 168 hectares de riz, 38 hectares de culture maraîchère et 4 fermes d'élevage de poulets, la Fédération des producteurs et commerçantes du vivrier du Guémon entend surtout doter cette région d'un marché de gros. Aujourd'hui, là,
nous cherchons une agriculture mécanisée. Nous avons besoin des intrants pour que nous produisions en quantité pour faire de l'autosuffisance. L'autosuffisance, nous allons nous nourrir nos enfants et les fruits de nos efforts, pouvoir les commercialiser pour avoir de quoi offrir, payer la scolarité de nos enfants. La fédération a par ailleurs procédé au lancement de la première édition de la fête de la moisson qui se tiendra dans les prochains jours à Diokwe. L'objectif de cette rencontre de proximité est d'échanger avec les femmes membres de la fédération, les sensibiliser sur des sujets relatifs à leurs préoccupations, les orienter et surtout les aider à faire de leur groupement des outils de développement. C'était plutôt la lutte contre la pauvreté, un élément commenté par Thérèse Tapé Yobwe. Pour terminer, des élections législatives ont lieu ce mardi pour renouveler les 120 sièges du Parlement israélien. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin. Le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, est en position difficile puisque son parti de droite, le Likoud, est distancé dans les sondages par une liste de centre-gauche. C'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.